moi papadou, ah, wadou dadou. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, quel que soit le support, film, live action, animation, série, dessin animé, que sais-je, n'a finalement depuis 4 ans maintenant eu de cesse que d'affirmer haut et fort ce mantra: laisser les choses mourir, les franchises s'arrêter, les histoires traitées 1000 fois, reposer, quelque temps au moins, oublier reboot, séquelles, préquel pour proposer un peu de neuf, et forcer de constater que décidément nous ne sommes pas entendus, puisque même une série de films qui, avec son 3e volet, semblait avoir atteint une conclusion idéale, satisfaisant à la fois ses créateurs, le public et la critique, a cru bon de devoir remettre le couvert. On va donc évidemment causer aujourd'hui, vous l'aurez compris, de Toy Story 4 avec un trio qui lui n'a jamais abandonné les jouets de son enfance. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 197 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Toy Story 4 donc nous ramène dans la boîte à jouets de Bonnie, la petite fille à laquelle Andy, l'enfant devenu jeune adulte qui traversait toute la trilogie originelle, a donné ses plus fidèles compagnons, Woody et Jessie les cowboys et cowgirls, Buzz l'éclair, l'astronaute, Rex le dinosaure, Zigzag le chien et bien d'autres. Bonnie qui fait ses premiers pas en maternelle et qui ramène un nouveau venu baptisé Fourchette, fabriqué à partir d'une fourchette en plastique, c'est étonnant, qui s'anime dès lors qu'il est transformé en jouet mais qui se trouve aux prises avec une crise existentielle, déboussolé par ses nouvelles attributions, ce qui va évidemment entraîner le groupe d'amis dans un certain nombre de péripéties. Woody, pourquoi je dois être un jouet ? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Qui veut partir en camping-car ? Tu veux un coup de main? Non, ça va, je gère. Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien. Woody ! Là, il lui arrive quelque chose. Buzz, faut vite récupérer Fourchette. Bien sûr. À la réalisation, c'est Josh Cooley qui s'y colle, un vétéran de chez Pixar, ancien storyboarder, co-scénariste de Vice Versa. Le scénario ici, il est co-signé par tout un tas de gens, dont Andrew Stanton et John Lasseter, les créateurs de Toy Story. Ce film étant par ailleurs la dernière collaboration de Lasseter avec Pixar, puisqu'il a quitté la boîte à la fin de l'année dernière après des accusations de harcèlement. Au casting vocal côté US comme côté français, des habitués comme Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack, Wallace Shawn et même Don Rickles, la voix de Monsieur Patate, alors même que le comédien est décédé il y a 2 ans, parce que le studio a utilisé son stock de voix des 3 précédents volets pour permettre à l'acteur de participer de manière posthume au film. Et du côté des petits nouveaux, on peut citer le duo Keegan Peele, Keanu Reeves, qui est partout en ce moment, ou encore Tony Hall. Votre avis sur ce Toy Story 4, les amis? Stéphane, tiens. Moi j'ai contextualisé parce que je pense que contrairement à mes 2 acolytes autour du micro, moi j'ai pas grandi avec Toy Story. Le premier est sorti quand j'avais 19 ans, donc j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai pas un fétiche d'enfantin sur le film. Mais je l'ai découvert là, le 4 en avant-première en VO, avec tout un tas de jeunes adultes en fait, qui de toute évidence étaient très très excités à l'idée de voir le film, et ça se sentait. Donc c'est assez rare de sentir cette excitation, je trouve, aujourd'hui au cinéma. Et clairement, en fait, c'était palpable en fait dans la salle. Oui. De là à dire que le film s'adresse vraiment et spécifiquement qu'à eux, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement, voilà, parce que fondamentalement, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y avait pas vraiment de raison de faire Toy Story 4. Et quand tu as fini par voir le film, quand le film se termine, c'est toujours le souci que j'ai en fait principal. C'est pas un mauvais film en soi. C'est un film qui est bien foutu, qui est assez propre. Enfin, c'est même plus que propre techniquement. C'est quand même assez impressionnant. C'est assez rythmé, il y a pas mal de gags, enfin voilà, c'est un bon moment, on va dire, tu vois, mais zéro intérêt, vraiment. Enfin, je veux dire, si tu connais les 3 premiers Toy Story, si tu sais où c'est allé, le problème, c'est que la façon de raconter cette histoire-là, ils sont tellement coincés, je pense, par la trilogie originale, que ils se sentent obligés de faire un espèce de flashback qui se passe avant la conclusion du 3 pour, en fait, se dire, attendez, il y a une direction qu'on n'avait pas explorée, donc on vous la montre et on y va, quoi. Pour moi, ça crée tout un tas de problèmes qui sont annexes à la logique de Toy Story en plus. C'est-à-dire qu'en gros, le concept assez génial de Toy Story, c'est quand même qu'il part du principe que de deux choses, on perd tous nos objets, donc parfois on les retrouve ailleurs, on se dit mais c'est pas possible, on les avait pas foutus là, et donc il part du principe que ça a une vie, et en fait il couple ça à des jouets qui sont censés avoir une personnalité, donc ça pour les enfants jouent avec et leur donnent une vraie personnalité. Ouais. Donc ce concept est assez génial. Pour moi, il a été poussé dans son extrême avec le 2. Vraiment, le 3, c'était une conclusion où tu sens que Pixar a récupéré le projet, en fait, parce que Disney voulait en faire un et eux, on voulait pas en faire un forcément, et qui se sont dit, bon, il faut vraiment qu'on sauve les meubles, et Pixar étant Pixar, surtout à cette époque-là,
Et en fait, ils ont vraiment réussi à rattraper le coup et à faire quelque chose d'assez fort, quoi. Là, la problématique du film, c'est que moi, j'ai du mal à cerner une vraie thématique qui serait intéressante vis-à-vis, encore une fois, du concept. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que, donc, en gros, Woody essaye de continuer à exister pour la gamine, sachant que, bon, voilà, il a, comment dire... il a entre guillemets de la concurrence. Finalement, en fait, toute l'idée, c'est qu'il va retomber sur son amour qui était je sais plus comment elle s'appelle. bergère. La bergère, mais je sais plus comment elle s'appelle dans le C'est nom. beau. Beau, c'est ça, ouais. Je crois qu'il appelle juste la bergère en français. En français, oui, mais Ouais. Sinon, c'est Bo Peep. Bo Peep. C'est ça. Et en gros, il y a toute une espèce d'histoire d'amour en fait qui doit arriver à conclusion. Oui. Bon, très bien, mais pour moi, ça colle pas au concept en Ouais. fait. Et tout l'aspect dépressif en fait du personnage de Woody dans qu'est-ce que je dois devenir, est-ce que j'ai vraiment une raison d'exister en dehors de ça. Mais j'ai l'impression que tout ça avait été vraiment questionné dans les 3 premiers en fait. Donc je vois pas du tout l'intérêt de déjà coller au basque de ce personnage-là, vraiment. Mais à part le fait qu'effectivement, il y a c'est le héros de la trilogie avec Buzz. Pareil, alors Buzz, c'est un autre problème, c'est que en fait, deux personnages qui a compris sa condition, qui est devenu relativement intelligent, bah là, c'est un teubé qui appuie sur ses boutons pour savoir quoi faire. Ce qui me fait complètement halluciner, parce que je me dis, mais en fait, ils l'ont fait régresser littéralement par rapport au précédent. Et puis alors bon, il y a tout le gang derrière qui est carrément mis de côté au profit effectivement de Keegan Peele, qui font la blague, hein, mais qui pour moi révèle aussi d'un autre problème de cet épisode, c'est que avant, en fait, tous les personnages de Toy Story étaient créés à partir Enfin, il y avait une espèce de complexité, il y avait une fausse simplicité en fait vis-à-vis des personnages. Par exemple, le dinosaure, Oui. ce qui était assez génial, c'est que c'est un personnage qui est censé faire peur, sauf qu'en fait, comme ça, censé être un jouet pour enfants, il lui colle un sourire permanent sur la tronche, et en même temps, c'est le plus gros névrosé de tout le gang, quoi. C'est un gros Donc, trouillard. et Donc, voilà. qui que ce soit qui interprète le personnage, en fait, t'avais déjà un personnage qui existait, un concept en fait assez fort. Et là, en fait, non, on se repose sur Keegan Peele pour jouer les personnages, et c'est vraiment à travers ça qu'ils existent en fait dans cet épisode. Donc ça fait, pour moi, ça fait quand même beaucoup de choses où finalement, à la fin, j'en arrive à la conclusion que c'est un film qui a été créé par logique nostalgique, ce qu'ils avaient vraiment réussi à éviter avec les trois premiers, parce que c'était vraiment un arc où le personnage d'Andy grandissait avec, je pense, les gamins qui ont vécu avec Toy Story, qui ont grandi pendant 15 ans avec, quoi. Donc voilà. Et là, d'ailleurs, le personnage de la gamine est complètement inexistant, c'est juste un prétexte. Et finalement, à la fin, fondamentalement, tout n'est que prétexte en fait à non pas un reboot, mais en fait une espèce de suite qui en soi n'est pas encore une fois désagréable à regarder, mais fondamentalement inutile surtout quand tu la compares au reste, quoi. Perrine. Je suis assez d'accord sur les remarques qu'en fait Stéphane sur, par exemple sur Buzz l'éclair. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir Buzz ramené à quelque chose d'un peu idiot tout le temps, alors que c'est vrai que c'était un personnage qui avait grandi, Qui avait pris de la profondeur. qui avait pris de la profondeur. Et pareil, oui, je suis tout à fait d'accord sur le duo Keegan Peele où oui, c'est drôle, mais en effet, on a l'impression qu'ils ont été créés que parce que, et c'est là où d'un seul coup le film prend conscience de l'extérieur, enfin, cette saga prend conscience de l'extérieur totalement, où d'un seul coup on fait plus des personnages pour créer des personnages, mais on prend des stars pour interpréter des personnages sans chercher à avoir une intériorité en fait. Donc c'est un petit peu dommage, même si encore une fois ils sont drôles si on aime ou pas l'humour de Keegan Peele, quoi. Et mais tu vois, c'est l'humour de Keegan Peele dans Toy Story, c'est pas Toy Story qui amène de l'humour à Keegan Peele, donc c'est un peu dommage. Mais je serais après moins déçu en réalité que Stéphane, parce que oui, on n'avait pas besoin d'un Toy Story 4, clairement on n'en avait pas besoin, et puis là il faut vraiment qu'il s'arrête, c'est bon, c'est bien, on a fait le truc. Mais je trouve que c'est assez joli ce qu'ils font du personnage de Woody, en fait. C'est-à-dire que Woody, bon, pour le coup, moi j'ai grandi avec. Woody, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu cher à mon cœur, aussi parce que c'est la voix de Tom Hanks, aussi parce que voilà, c'est un personnage qui nous aide à penser ce qui est le bien, ce qui est le mal, qui nous aide à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes. Donc quelque chose qui est assez joli chez ce personnage, c'est vraiment le héros de tout le monde, plus que Buzz en réalité. Et donc de lui amener une conclusion, en fait, j'ai pensé à Avengers Endgame, quoi. C'est assez marrant, j'ai pensé à Avengers Endgame en regardant le film, parce que je me suis dit, ils font la même chose avec Woody que ce qu'ils ont fait plus ou moins avec le Captain America dans Endgame, en fait. C'est-à-dire qu'on lui donne la chance d'avoir une vie, d'avoir une autre vie. On lui donne les chances de vivre sa vie et de pas juste être là au service des autres, au service de quelqu'un, même si c'est son but premier, en fait, même si c'est son rôle premier. Et à un moment donné, on lui donne l'occasion d'avoir une existence propre. Je dis pas, je suis pas en train de comparer en termes de qualité ou quoi que ce soit les deux, mais ce qu'ils font en termes de parcours, entre ce qu'ils font de leur héros, des héros, il y a une sorte de reconnaissance du héros dans leur saga, des deux côtés, en fait, mais les deux appartiennent à Disney.
Mais c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant. Et techniquement, le film est quand même assez superbe. Il y a une séquence d'ouverture qui certes se passe dans le passé, mais qui en termes de dramaturgie, de beauté visuelle, avec cette pluie qui tombe tout le temps, il y a quelque chose d'hyper, hyper, hyper beau. Donc moi, je trouve que le film m'a vraiment touchée. Il arrive à questionner des choses intéressantes, notamment avec le personnage de Fourchette, même s'il n'est pas assez présent. En réalité, je pense que le personnage de Fourchette, il devient un peu trop prétexte à un moment donné, c'est dommage. Mais voilà, cette idée que d'un seul coup... les Toy Story, c'était un petit peu qui on est et à quoi on sert. Et Fourchette, c'est plutôt pourquoi je suis là, pourquoi j'ai été créé, comment on crée en fait les choses. C'est la définition même de qu'est-ce qu'on. C'est même pas qu'est-ce qu'on fait là sur Terre, c'est pas quel est notre but, c'est même comment j'existe, comment j'existe en fait. Il y a vraiment cette idée de créer le héros. Et en fait, c'est lui qui va prendre un peu le relais sur Bonnie, parce que Bonnie, voilà, finalement, elle existe quand même, cette petite. Et Woody a du mal à trouver sa place, parce que sa Bonnie, c'est Andy, en fait. Et donc, il y a vraiment ce rapport à comment est-ce qu'on peut passer à autre chose, est-ce qu'on peut tourner la page d'un amour aussi fort que celui qu'il avait pour Andy, en fait. Et la vérité, c'est que non, pas des masses, vaut mieux qu'il fasse autre chose, en réalité, qu'il vive autre chose. Et il y a toujours cette idée, mais qui était déjà dans les précédentes, que de toute façon, et qui transmet dans tous les Pixar d'ailleurs, mais l'idée qu'on n'existe pas sans les autres. Donc, il y a vraiment cette idée d'installer le côté très grégaire de l'être humain, oui, et chez le jouet, mais pourquoi pas, en tout cas l'idée de grégaire, et qu'on apprend par les autres et avec les autres. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui continue à fonctionner très fort. La marque Toy Story est quand même toujours très forte. Il y a des trucs qui font vraiment flipper aussi, notamment les espèces de personnages, je sais pas ce que c'est, des sortes de poupées marionnettes vraiment flippantes, qui sortent de Shining, là, je sais pas ce que c'est, mais ils m'ont vraiment fait flipper. Et je trouvais que pour des gamins, c'était même presque trop flippant. Mais pas ça, je suis censé emmener ma fille. Non, mais ça va lui plaire. C'est des pantins, il y a un plan qui fait un peu peur. Moi, j'étais à une séance en VF avec beaucoup d'enfants. Et sur la séquence où les pantins attaquent, les enfants avaient peur. Parce que ils sont quand même assez effrayants. Puis même pour les adultes qui ont vu pas mal de films de genre, il y a des trucs sensibles. C'est un trope de film d'horreur. C'est un des pantins que tu vois dans des séries des années 60. Oui, c'est ça, mais ils font peur. Enfin, moi, je les trouve un peu flippants. Donc non, je trouve qu'il reste encore bourré d'idées. Ils avaient de la matière pour faire quelque chose. En effet, mais le gang est un peu sacrifié. Buzz est complètement sacrifié, mais parce que la seule vraie histoire du film, c'est Woody. Et je trouve que c'est une jolie conclusion à un des plus beaux personnages de Pixar, en fait. David ? Moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais en intro et avec ce que vient de dire Perrine sur le fait que ça doit forcément être une conclusion. Alors, c'était mes a priori avant de voir le film, de me dire à quoi bon faire un quatrième après ce qui a été le 3, qui pour moi est une très grande réussite, enfin, fait partie des meilleurs Pixar. En fait, je vois deux raisons d'être à Toy Story. La première, c'est que fondamentalement, Pixar est un studio qui est un peu en marge d'Hollywood. Et en fait, fondamentalement, c'est une boîte de tech Pixar. Et il y a un truc qui est extraordinaire à voir à travers la saga de Toy Story, c'est les progrès techniques en fait, qui sont faits. D'ailleurs, il y a une vidéo assez bien foutue faite par Insider qu'on peut retrouver sur YouTube qui montre justement tous les progrès techniques et comment les progrès sur en fait, point par point qui ont été faits dans les longs métrages Pixar sur l'animation de l'eau, de la fourrure, de l'air, les reflets, etc. sont à chaque fois implémentés dans les Toy Story qui permettent en fait de faire la synthèse de tout ça et d'aller encore plus loin. Et pour le coup, Toy Story 4 est un niveau technique qui est extraordinaire. Enfin, ils ont encore 10-15 ans d'avance sur tout le monde. C'est sur certains plans qui sont totalement photoréalistes. Enfin, moi, ça m'a un peu fait penser à Minuscule, où pour le coup ça utilise des plans réels et avec des rapports de taille et des objectifs particuliers. Là en fait Pixar sont arrivés à un niveau technique qui leur permet de faire du photoréalisme extraordinaire à tel point qu'on sait pas si c'est vrai ou l'ouverture, si c'est bluffant. L'ouverture, j'avais beaucoup de doutes. Les effets d'eau, il y a l'animation, il y a un chat à un moment qui est extraordinaire, même des effets sur des toiles d'araignée avec la lumière qui se porte dessus. Enfin, il y a énormément de choses qui, d'un point de vue technique, sont extraordinaires. Après, il y a une évolution de l'œil humain, parce que moi, en fait, j'ai eu exactement le même sentiment quand je suis allé voir Émile une patte, il y a 20 ans. Et ça, c'est vrai. Moi, je mesurais ça, et j'y repensais justement là-dedans, en rejoignant au Chevalier du Zodiaque sur NES.
Et dans mon esprit d'enfant, c'était comme le dessin animé. Voilà. Je vous invite à regarder des images de ce que c'est. Et en gros, il y a 3 pixels quoi, pour faire les personnages. Donc et clairement, notre œil s'entraîne de plus en plus. Mais voilà. C'est d'ailleurs assez dramatique. Je parlais d'enfants tout à l'heure. Quand on montre, par exemple, le premier Toy Story à une enfant, en l'occurrence, qui est habituée, dont l'œil est habitué aux productions actuelles. Ça paraît moche. Qui me regarde en disant mais il est bizarre le dessin. Il est pas fini. Ils sont bizarrement faits les bonhommes. Non, mais alors clairement, en tout cas au niveau de l'état de l'art actuel, c'est époustouflant. Et alors moi, le deuxième intérêt que je vois à Toy Story 4, et c'est quelque chose qui m'avait un peu pris par surprise sur Toy Story 3, c'est la capacité en fait à coller des thématiques au-delà de l'histoire, des thématiques qui permettent d'avoir vraiment 2 points de vue sur le film. Et ce qui est la grande réussite des studios Pixar, c'est que il y a un niveau de lecture pour les enfants et un niveau de lecture pour les adultes. Et il y avait ce truc incroyable de donner à travers les jouets le point de vue des adultes dans Toy Story 3 qui pour moi pourrait se résumer à dire que vieillir c'est quand les enfants vous oublient. Et c'est cette thématique que moi je trouve bouleversante dans le 3. Il y a quelque chose qui finit par arriver dans Toy Story 4 au début du 3e acte et que j'ai trouvé assez intéressant et bouleversant. C'est en gros, à travers les jouets, se poser la question à quoi ça sert de vivre si on n'a pas d'enfant. Et donc effectivement quand on a Encore une fois, c'est une question qui est posée dans les 2 premiers. Et mais qui est posée de manière beaucoup plus frontale et qui est vraiment intégrée aussi, et ça rejoint ce que tu disais au début, Stéphane, c'est que ça arrive au moment où les spectateurs qui étaient des enfants quand ils ont découvert les premiers ont l'âge de se poser la question en tant qu'adultes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus sur la manière de poser un regard sur ton public à travers la manière dont c'est écrit. Et voilà, le film. Alors après, moi, je retrouve vraiment tous les défauts que vous avez déjà cités sur effectivement la régression du personnage de Buzz l'éclair. Le duo Key and Peele en VF, c'est Jamel et Frank Gastambide. Qui font... et j'imagine que c'est de la même manière que pour Key and Peele, c'est-à-dire que t'entends vraiment beaucoup trop de Jamel et Frank Gastambide qui font leur vanne à eux et qui amènent un truc qui fait un peu tâche dans l'univers, même si par moments ça fonctionne plutôt pas mal sur certains gags. Et puis on est dans un truc qui effectivement je pense a perdu de sa force dans le récit au premier degré et le récit pour les enfants. Et donc moi, j'ai passé un très bon moment. Enfin, j'ai trouvé le film visuellement incroyable et globalement très au-dessus de tout ce qu'on peut voir en animation américaine, en tout cas. Et on avait eu des débats un peu similaires sur le dernier Lego, qui est sur un terrain de jeu très proche, et pour moi il n'y a absolument pas photo, enfin on est très très au-dessus. C'est quand même pas mieux que Playmobil, hein. que je n'ai pas encore eu la chance de voir. Mais voilà, donc pour le coup, en fait, moi, je me dis pourquoi pas continuer, en fait, parce que il y a toujours quand même des choses à raconter, toujours. En fait, c'est une idée là, en fait, de la saga Toy Story qui est tellement parfaitement adaptée à la vocation cinématographique de Pixar que je leur en veux pas de continuer et de retravailler à chaque fois cet univers, parce que ça ouvre plein de possibilités et pour le coup ils trouvent quand même des nouvelles manières de les explorer. Pour moi, le problème, justement, c'est que ce que vous avancez sur, par exemple, l'idée de l'existentialisme et tout ça, c'est qu'en fait, et le fait d'être plus frontal avec ça, c'est que c'est pas frontal, c'est bourrin à ce niveau-là. Hein. Ils en font carrément une blague dans le générique de fin, où ils sont là en train de dire « Et pourquoi j'existe ? Je sais pas !» Tu vois, et en fait, ils se regardent, et d'un seul coup, tu enlèves complètement le concept même, en fait, auquel tu es censé croire, dès le premier, depuis 25 ans. Et je trouve que c'est ça qui est problématique, en fait, dans cette façon de procéder, parce que, justement, dans les 2 premiers, il se pose ces questionnements à travers finalement l'univers même des jouets. Et qu'est-ce que c'était censé représenter ? Par exemple, le fait que Woody, ça soit une star et qu'il ne le savait même pas. Une star d'un dessin animé qui avait plein de collectibles et qui est complètement passé à côté de ça. D'un seul coup, ça lui donne une espèce d'aura
et vis-à-vis des collectionneurs et tout ça, et du coup tu crées toute cette logique existentialiste à travers un univers cohérent. Là, en fait, tu le sors complètement de cet univers-là. Bon, t'as vaguement, ça se passe la plupart de l'action, elle se passe dans un comment t'appelles ça ? Une fête foraine. Dans une fête foraine et un antiquaire, voilà. Mais globalement, quand tu regardes la façon dont ils utilisent, par exemple, je sais plus, moi, dans Toy Story 2, tu vois, quand ils veulent mettre un plan en place, ils vont chercher le tableau magique. Et d'un seul coup, ça reste cohérent. Là, il y a rien de tout ça. La nana, elle crée une voiture furet, tu sais pas comment elle a fait. Mais c'est juste que bon, c'est créé parce que c'est comme ça pour pouvoir arriver à se faufiler dans le. Tu te poses jamais la question dans les autres Toy Story de savoir si les gens les voient en fait. Juste sauf au moment où, en gros, si tu veux, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un truc et en fait ils prennent la pause pour montrer qu'ils sont pas vivants, tu vois. Mais tu te poses jamais cette question-là. Là, tu te poses la question tout le temps. Et justement, c'est là en fait, je trouve qu'on se perd, on perd le concept d'origine auquel on te demande de croire sans faille. Et les gamins. Ils y croient sans problème. Ils ont absolument. Enfin, tout le monde adhère à ça. Bah non, on y croit tous. Ils ont même réussi à nous faire croire. Non, mais dans les précédents, je veux dire, on y croit tous. On admet ça complètement. Ils nous ont fait admettre un monde où maintenant on sait, comme le Père Noël existe, comme la petite souris existe, que les jouets bougent quand on n'est pas là. Il y a un truc, et on a créé quand même quelque chose. Moi, je te parle à travers les films. Et en fait, le problème. Oui, je parle à travers les films. À travers les films. Et je suis pas. Enfin, sur l'existentiel, je trouve que c'était pas aussi. C'était autre chose qui était traité pour moi sur les films d'avant. Je trouve que vraiment Fourchette apporte vraiment quelque chose de l'ordre du déterminisme en fait, de qu'est-ce qu'on est en fait, enfin, comment on est fait et qu'est-ce qu'on est, c'est-à-dire vraiment est-ce que parce que je suis née comme Fourchette pour faire de la nourriture, est-ce que je ne peux pas être autre chose ? Il y a vraiment autre chose d'un petit peu qui était pas vraiment traité, je trouve, dans les précédents où c'était est-ce que je dois m'occuper est-ce que je peux exister en tant que tel ou est-ce que je dois m'occuper d'un enfant ? C'est quoi mon rôle en tant que jouet ? Qu'est-ce que je suis en tant que jouet ? Qu'est-ce que je dois faire en tant que jouet ? Mais il n'y avait pas la question de jouer ou pas jouer. Là, il y a une question de qu'est-ce que je suis en fait. Ouais, et puis il y a cette, il y a à chaque fois des petites variations justement sur la question et ce qui montre aussi la diversité des points de vue à l'intérieur des jouets. Donc il y a effectivement la nouveauté avec Fourchette qui, moi l'autre problème que j'ai avec Fourchette, c'est que j'ai l'impression que ça recoupe pas mal des thématiques qui étaient déjà traitées dans Vice Versa avec l'ami imaginaire et la manière de concevoir, de travailler l'imagination des enfants. Un seul univers. Mais voilà. Mais il y a aussi moi le personnage que je trouve vraiment intéressant, c'est le personnage de la poupée qui se fait réparer sa fonction de parole et qui vraiment je trouve apporte un truc assez différent et assez nuancé en plus. Ouais. Je trouve ça assez nuancé. Donc tout ça m'a pas mal plu moi. Très bien. Avant de terminer, on va faire comme d'habitude. Oui, Perrine, comme d'habitude. Oui. Ne fais pas cette tête. Un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, Pixar ou pas Pixar, car vous savez, vous êtes parfaitement libre. Tiens, David, tu avais la parole, tu peux la conserver. Alors moi, je vais un peu m'éloigner de Toy Story, mais partir du personnage de Duke Kaboom, qui donc en VO est interprété par Keanu Reeves et qui est un cascadeur canadien un peu looseux. En fait, le jouet est un peu défectueux et n'arrive pas vraiment à faire des cascades. Il passe son temps à se cracher. Ça part à Evil Knievel en jouet. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, il a Evil Knievel. Excusez-moi. Il est inspiré de Evil Knievel. Enfin, il est inspiré des jouets qui existaient à l'époque, exactement identiques, autour du personnage de Evil Knievel, qui était un cascadeur canadien. Pour donner une idée du personnage, j'ai vu sur Wikipédia qu'en 77, il s'est cassé la clavicule à la main droite en sautant au-dessus d'une piscine remplie de requins. Donc voilà, c'était son genre de délire. Un sacré bonhomme. Et alors en fait, lié à l'univers d'Evil Knievel et de cette ambiance des cascadeurs un peu fous des années 70-80 que j'ai pas trop connu, mais j'ai entendu et vu des trucs sur eux plus tard. Et donc je recommande un documentaire qui s'appelle The Devil at Your Heels, qui est sur le cascadeur Ken Carter, qui était aussi canadien et qui s'était mis en tête de sauter en voiture au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Et il voulait faire un saut en voiture de 1 km, qui aurait battu tous les records et tout ça. Et donc, c'est une histoire de fou parce qu'il avait un assistant... Puis alors, il y a plein de rebondissements, des trahisons. Et il y a un autre personnage, donc son assistant, qui s'appelle Kenny Powers, comme le mec dans Eastbound and Down, et qui est un personnage incroyable. Et alors, ce truc, vous pouvez le documentaire, vous pouvez le voir sur
sur YouTube, sur la chaîne le CNC canadien, en gros. Voilà, et c'est une histoire de ouf sur les cascadeurs des années 70. Pas mal, tu peux redire le titre ? Et le titre, c'est The Devil at Your Heels. Très bien, le diable sur les talons. Stéphane ? Moi, toute cette histoire de jouets qui savent pas à quoi ils servent et tout ça, c'est très émouvant, moi je trouve, comme logique, quoi. Ça fait penser un peu comme ces acteurs comme ça qu'on oublie, tu sais, qui ont été une star à un moment donné pendant peut-être 4-5 ans, et puis qui disparaissent en fait comme ça dans l'oubli. Et on parle pas assez aussi il y a des stars animales en fait, c'est comme ça qui disparaissent, voilà, qui ont eu un pic de gloire, voilà, donc voilà, moi je pensais notamment à la plus grande star animale des années 90, Ed Conda, bien sûr, qui a commencé sa carrière d'abord alors en cascadeur par exemple on l'a vu dans Chasse à l'homme. Avec Jean-Claude Van Damme, il y a une scène comme ça où il se fait taper dessus par... c'est un serpent, je précise, parce que je sais pas si les gens ont compris que Ed Conda, c'est son nom. Et en fait, on lui tapait sur la tronche comme ça, c'est Van Damme qui lui tape sur la tronche, et la scène fonctionnait pas trop, donc Ed Conda, il a suggéré à John Woo, il a dit, tu veux pas que tu sais, peut-être que Van Damme, il pourrait te mettre un coup dans la gueule et tout, donc il y a la scène, vous verrez la scène sur YouTube si vous connaissez pas le film, quoi. Et ça l'a rendu célèbre, en fait, cette scène, auprès de surtout Luis Loza, qui voulait... Parce que Luis Loza, quand on lui a dit, tu veux faire un anaconda, il a fait, oui, mais je le fais avec des vrais serpents. Il faut qu'ils soient tous vrais, pas de plastoc, voilà. Et donc il a cherché Ed Conda, il lui a dit mais t'es tout petit là dans le film, est-ce que tu peux grossir et tout pour Anaconda? Il fait bien sûr, je peux le faire et tout. Et donc voilà, ils l'ont fait et c'est devenu une star grâce à Anaconda. Voilà. C'est un peu le De Niro des serpents. D'acting, quoi, voilà. Exactement. Et après la sortie d'Anaconda, voilà, les Oscars, la Palme d'Or, tout ça, il est un peu tombé dans l'oubli. Et c'est quand même un peu malheureux. Il a essayé de revenir un peu sur le devant de la scène. Avec, comment il s'appelait ce film là, avec ce Samuel Jackson là, il était tout content, il était exactement, voilà. Il a failli revenir avec ce film là, mais finalement en fait ils ont pris son cousin Bebop Conda à la place, donc parce qu'il avait toute une famille, donc il a ramené toute sa famille, il a dit non attends, moi je te fais un tarif de groupe et voilà. Il suffit qu'il est passé un peu à côté de son comeback et Ed Conda est mort 2 ans après en fait, un peu dans l'oubli. On a beaucoup parlé de drogue, tout ça, mais c'est pas vrai, il s'est juste étouffé avec une pastèque. Et parce qu'il n'a pas réussi à l'avaler, ce qui est quand même un peu tragique, parce que le mec il a réussi à avaler John Voight en entier, tout ça, etc., etc. Et puis là, avec une pastèque qui s'étouffe, quoi. Donc c'est un peu une fin de vie tragique, mais bon, je voulais lui rendre hommage à travers ce. Je comprends. Je crois qu'il y a une rétrospective qui est prévue. Une rétrospective sur nos ciné. Sur nos ciné, voilà. Sur Anaconda, voilà, et on parlera d'Ed. On parlera d'Ed, évidemment. Ce grand cascadeur. Perrine. C'est dur de suivre ça parce que l'hommage à Ed Conda, enfin, je m'y attendais pas. Il y a beaucoup d'émotions. Je suis un peu émue. Je suis un peu émue, donc je vais vous parler de 20 minutes de film qui me font pleurer. Voilà, qui est aussi sur qui on est, à quoi on sert et pourquoi on continue à faire ce qu'on fait. C'est les 20 premières minutes de Wall-E. Donc je reste dans l'univers de Pixar. Si vous l'avez pas vu, je sais pas ce que vous faisiez. Et donc maintenant, je vous encourage à le voir. Mais rien que pour ces 20 premières minutes qui, pour le coup, sont très liées à l'univers de Toy Story et pour ce questionnement un peu existentiel, et aussi pour pleurer comme sur la fin d'Ed Conda, comme Stéphane vient de nous le faire. Je pense que c'est essentiel de revoir les 20 premières minutes de Wall-E. Beaucoup d'émotions ce soir. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.